Bonjour. Donc, alors de notre côté, on va changer un tout petit peu d'axe de lecture du changement climatique. Et nous allons vous présenter donc les résultats de travaux qui se sont intéressés aux impacts de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle du Languedoc-Roussillon. Donc impact économique, mais également aux stratégies d'adaptation, aux options d'adaptation qui sont potentiellement à mettre en œuvre pour répondre à l'élévation du niveau de la mer. Donc ces travaux ont été réalisés principalement au Languedoc-Roussillon et on va vous faire une présentation à deux voix où du coup moi je vais commencer plus sur la partie évaluation des dommages liés à l'élévation du niveau de la mer et ensuite Hélène enchaînera sur l'analyse des perceptions des options d'adaptation possibles à mettre en œuvre. Alors, pour replacer ces travaux dans le contexte de l'époque, on a réalisé les travaux d'évaluation des impacts économiques dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelait le projet MISEVA, qui s'est déroulé entre 2008 et 2011. Et une des questions qu'on a abordées dans ce projet, donc, c'était quels sont les impacts économiques de l'élévation du niveau de la mer liés au changement climatique dans le siècle à venir en Languedoc-Roussillon. Alors, on était confronté à plusieurs verrous quand on a démarré ce travail. Tout d'abord, le verrou de l'échelle, où du coup notre échelle d'analyse c'était l'échelle régionale. Dans la littérature, sur ces questions-là, on trouvait essentiellement des travaux à l'échelle macro, donc plus à l'échelle de grandes régions, voire de pays, ou alors à des échelles beaucoup plus locales, à l'échelle de villes par exemple, sur des impacts liés au bâti. Le deuxième verrou, pour nous, était d'élargir un peu la vision des évaluations économiques qui avaient eu lieu jusqu'alors, où on se concentrait principalement sur les impacts sur le bâti. Et pour la région Languedoc-Roussillon, on avait vraiment besoin de faire le focus aussi sur la prise en compte des écosystèmes et essayer de comprendre leur réponse à l'élévation du niveau de la mer. Et enfin, on a également pris en compte la progressivité du phénomène dans le temps, à la fois, voilà, on y reviendra par la suite. Donc notre cas d'étude, en fait, il englobe toute la zone côtière, quasiment toute la zone côtière de la région Languedoc-Roussillon, où on s'est concentré sur le littoral sableux. Donc on a 231 km de côte, on a 58 communes qui sont concernées, ça représente 7% de la superficie de la région, mais 17% de la population, avec 450 000 habitants. Donc bien sûr, un territoire avec une très forte attractivité touristique, des stations littorales, balnéaires qui ont été développées vraiment sur le long du trait de côte. Une grande richesse en termes d'écosystèmes avec les complexes lagunaires et les zones humides associées, et aussi des aquifères qui sont d'importance régionale, puisqu'on a 6 aquifères côtiers qui sont présents dans cette zone et qui permettent l'approvisionnement en eau d'environ un tiers de la population de la région. Alors, la démarche s'est organisée en deux volets. On a eu un premier volet où on a construit des scénarios à l'horizon 2100, des scénarios d'évolution de la zone côtière à l'horizon 2100. Le deuxième volet, lui, il visait plus à caractériser les impacts de l'élévation du niveau de la mer et à essayer de les quantifier. Alors, pour le premier volet, donc l'établissement des scénarios à l'horizon 2100, on a pris comme hypothèse une élévation du niveau de la mer de plus 1 mètre d'ici 2100, et on a 3 types de submersions qui ont été modélisés. Vous retrouvez les niveaux d'eau là sur ce graphique-là. Donc, le premier type, c'est la submersion permanente, avec des zones qui sont submergées 100% du temps. Ensuite, on a la submersion récurrente, où là, on a considéré que c'était des zones qui étaient submergées au moins une fois par an. Et la submersion exceptionnelle, là, que vous voyez ici, qui en fait représente une tempête de type centenal. Donc, on a pris la tempête de référence de 1982. Et c'est l'événement extrême, le seul événement extrême qui a été simulé dans le cadre de ce projet. Alors, du coup, on est bien sur deux types de phénomènes différents. À la fois une élévation progressive du niveau de la mer qui va intervenir d'ici 2100, qu'on peut anticiper, et des événements plus imprévisibles, soudains. Alors, à l'horizon 2100, on ne pouvait pas ne pas se dire qu'il n'y aurait pas d'anticipation du phénomène. Il y aura des adaptations qui seront mises en place à l'échelle de la zone côtière. Donc on a fait cette hypothèse pour construire les scénarios d'évolution de la zone côtière, qu'on aurait 4 grands types d'options qui seront mises en œuvre. Alors c'est très caricatural, c'était vraiment du débroussaillage à l'échelle de l'ensemble de la région.
Donc les quatre options sont d'abord le déni. Donc là, on considère qu'il n'y a pas d'anticipation du phénomène, pas d'adaptation. La deuxième option, c'est le laisser-faire. Donc là, dans le laisser-faire, on considère qu'on a de l'anticipation du phénomène. La population est consciente de l'évolution du niveau de la mer, mais on n'a pas de choix planifié de mise en œuvre d'options d'adaptation planifiées par les pouvoirs publics. Donc c'est un peu à chacun de s'adapter. Les deux autres options, c'est option 3, protection intégrale, et l'option 4, la relocalisation, qui sont les deux dernières options. Alors ces scénarios, en fait, on a essayé de les traduire en hypothèse d'évolution de l'occupation du sol à l'horizon de 2100. Donc là, on a fait des hypothèses. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais ça vous donne un peu une illustration des hypothèses qui ont pu être faites. On a fait des hypothèses sur la place qui serait laissée à la mer selon ces différentes stratégies, sur la place qui serait laissée aux lagunes selon ces différentes stratégies, la relocalisation des biens bâtis de la zone urbaine. Voilà, ça on l'a fait pour chacun des scénarios. De même, pour les plages et les zones humides, on a considéré dans certaines options qu'elles pouvaient naturellement s'adapter et migrer à l'intérieur des terres lorsque c'était possible sur des terres agricoles ou naturelles, alors qu'au contraire, derrière des zones urbaines, on a considéré qu'on avait la perte de ces écosystèmes. Bon, je vais un petit peu vite, mais ça vous donne juste la philosophie d'ensemble. Alors le deuxième volet, lui, il visait à décrire et à évaluer les impacts. Donc on a une approche vraiment toujours très occupation du sol, donc par grand type d'occupation du sol, on a essayé de comprendre tout d'abord quels étaient les enjeux qui étaient impactés par l'élévation du niveau de la mer, quels étaient les effets physiques de ces submersions, bien les caractériser d'un point de vue physique, et ensuite quelle est la valeur économique de ces dommages. Donc ça on l'a mis en œuvre pour les grandes catégories d'occupation du sol que vous voyez, enfin eau souterraine c'est pas vraiment une occupation du sol, mais ça vous donne les grands points d'analyse qu'on a pu avoir et qu'on s'est répartis entre partenaires. Donc les territoires artificialisés, les territoires agricoles, les lagunes, les zones humides, les plages, les dunes et donc les eaux souterraines. Alors cette évaluation, elle a été menée par la constitution d'un module d'évaluation propre à chaque grand type d'occupation du sol. Et par type de submersion. Donc, pour des enjeux de type bâti, on a utilisé des méthodes qui sont classiquement utilisées, avec des coûts de remplacement du bâti détérioré ou complètement détruit. Alors, pour les écosystèmes, bien sûr, les modules étaient un peu plus complexes à mettre en œuvre. On n'avait pas d'outils, de méthodes utilisables dans le cadre de ce projet. Et là, on a proposé donc vraiment une approche par service écosystémique. Donc, on a essayé de comprendre quel type de service pouvait être impacté par l'élévation du niveau de la mer, quel type de service rendu par les écosystèmes, et quel type d'impact ça pouvait représenter. Donc, typiquement, l'analyse n'est pas totalement exhaustive, bien sûr, on s'est focalisé sur certains services, on a essayé de bien les comprendre. Donc pour les plages et les dunes, typiquement, on a le service de protection contre les tempêtes en cas de disparition des plages qui pouvaient être impactées. Un autre exemple, pour les eaux souterraines, on a considéré le service de fourniture d'eau potable. Et alors, pour ces différents écosystèmes, en fait, on a constitué un groupe d'experts par écosystème qui puissent nous faire des hypothèses de traduction des impacts de l'élévation du niveau de la mer sur ces services. Et ensuite, on a mis en œuvre des méthodes d'évaluation monétaire de l'économie de l'environnement qui peuvent être variables. Donc, par exemple, pour les plages et les dunes, on est parti sur une évaluation contingente, alors que pour les eaux souterraines, on a utilisé des méthodes type coût de remplacement. En termes de résultats, donc, ce qu'on observe par rapport à l'évolution des superficies submergées, c'est qu'on a une évolution qui est assez lente jusqu'à 2080, donc qui est liée à la topographie du territoire, de la zone côtière, et qui s'accélère ensuite. Et on a, du coup, en 2100, on simulait 19 000 hectares environ de zones côtières submergées. Ça représente 9% de notre terrain d'étude, quoi. Un autre élément intéressant, en fait, ici, vous avez donc les petits triangles, c'est la submersion exceptionnelle. Et ça nous montre qu'aujourd'hui, on a environ 13 000 hectares qui sont exposés.
En 2100, on en aurait 20 000 environ. Et surtout, ces zones ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont actuellement exposées. Voilà, on est bien en arrière du territoire. Alors là, ça fait beaucoup de chiffres, mais du coup, c'est pour vous montrer les hypothèses d'évolution des superficies exposées. On les a traduits selon les options d'adaptation en changement d'usage des sols. Donc, ce qui est intéressant, c'est les lignes du bas. En fait, ces matrices croisent l'occupation de 2010 avec 2100. Et les lignes du bas vous donnent le bilan pour chaque grand type d'occupation du sol de l'évolution. Donc, en grande évolution constatée, on a surtout la perte de territoire agricole, où on perd 10% des terres agricoles. On a l'extension des lagunes, voilà, en grande tendance. Et ensuite, par grand type, selon les types d'options, on va avoir des types de changements d'usage des sols et des importances de changements qui sont différentes. Donc, si on prend le déni, par exemple, on a une hypothèse de transformation d'environ 3000 hectares de zones urbaines en friches urbaines, puisque rien n'est fait en fait pour s'adapter, pour les déconstruire. Donc, on se retrouve avec 3000 hectares de zones urbaines. Et on a environ 360 hectares de plages qui disparaissent du fait qu'elles ne puissent pas du tout reculer avec des terrains artificialisés derrière. Alors que dans la perspective de retrait, là, on n'a pas cette hypothèse de friches urbaines, on a vraiment du recul planifié. Et on a, cette fois-ci, pour les plages et les dunes, un bilan qui est nul. Bon, je passe vraiment très vite. Après, les différents modules en fait, ont pu nous donner des estimations de l'impact physique de chaque type d'option sur les différents enjeux et différents services que nous avons étudiés. Alors, on peut avoir des impacts positifs, enfin des impacts plutôt négatifs, hein, on commence toujours par cela en pensant aux dommages, donc c'est ceux qui sont en rouge, mais on montre aussi qu'on peut avoir des impacts positifs. Alors, dans l'ensemble, alors excusez-moi, là c'est des milliers d'euros, hein, pas du tout des millions d'euros. Dans l'ensemble, l'évolution progressive du niveau de la mer conduirait à 20 milliards d'impact économique si on agrège toutes ces valeurs à l'échelle de la zone d'étude. Anticiper permettrait de diminuer de moitié ces impacts et la mise en place de stratégies, d'options d'adaptation permettrait de réduire bien sûr ces impacts jusqu'à 90% dans la stratégie du retrait. Alors, dans ces grandes valeurs, en fait, si on s'intéresse, c'est pas représenté ici, mais si on s'intéresse à la part, au poids des écosystèmes dans ces valeurs économiques, dans le cadre du déni, on est à 15% des impacts qui sont liés à des pertes de services écosystémiques, celles qu'on a simulées, et dans le cadre du laisser-faire, on est à 48% de part des écosystèmes dans ce chiffre global. Alors, le dernier résultat, là, c'est la simulation des tempêtes de type exceptionnel, donc la tempête centenale. Et ça nous montre en fait que dans le cas du déni, du laisser-faire, on augmente de 48% les dommages. Donc là, pareil, c'est en milliers d'euros, excusez-moi. On augmente de 48% les impacts. Alors que dans la stratégie de retrait, finalement, on reste dans le même ordre de grandeur de dommages qu'aujourd'hui, qu'une situation sans élévation du niveau de la mer. Et là, l'option protection a été simulée en cas de défaillance des protections, où là, on atteint 130 milliards de dommages en cas de submersion exceptionnelle. Alors, voilà, le projet nous a du coup permis de décrire et de quantifier certains impacts de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle de la région. Ces bénéfices, ces impacts, ils doivent être contrebalancés avec les coûts des options d'adaptation qui n'ont pas été abordés dans le cadre de ce projet et qui ne sont pas si simples à évaluer. Donc on a des ordres de grandeur aujourd'hui, mais qui ne permettent pas de faire une évaluation, bien sûr, à l'échelle régionale. Ça nous a montré que finalement les écosystèmes avaient un poids potentiellement important dans les impacts, dans l'impact économique, mais également ils peuvent avoir un rôle, ça a mis en évidence qu'ils avaient un rôle potentiellement important dans la protection contre les risques, aussi comme par exemple le service lié aux plages de protection contre les tempêtes. Et enfin, bien sûr, là ce sont des critères économiques que je vous ai présentés, mais on sait très bien qu'ils sont loin d'être les seuls à prendre en compte dans le choix des options d'adaptation à l'échelle d'un territoire. On a aussi des questions de solidarité, d'équité entre les territoires.
et d'acceptabilité que va vous présenter. Donc à l'issue de ce projet, on a lancé un deuxième projet qui était plutôt sur les questions de perception, puisque dans ce projet, on voit très bien que l'option qui économiquement serait la plus rationnelle, c'est le retrait, c'est-à-dire la relocalisation des biens qui seraient les plus exposés dans des endroits où ils sont moins exposés, mais bien évidemment, aussi bien pour les habitants qui ont un attachement au lieu, qui ont des aménités, de vue sur la mer, de services liés à leur position, du point de vue des élus, parce que c'est des politiques qui sont compliquées politiquement à mettre en place, qui coûtent cher, pour lesquelles les indemnisations sont complexes. Donc on voit bien qu'il y a une réticence de la société par rapport à ces politiques-là et qu'il faut plutôt se positionner sur une approche, donc plus progressive. Il n'est évidemment pas question de tout relocaliser du jour au lendemain. Il n'est pas non plus question de tout relocaliser d'une façon, je dirais, systématique. Nous, on a fait des grandes options, mais après, à l'échelle d'un territoire, on va souvent avoir, en fait, en fonction des considérations locales, une hybridation avec plusieurs méthodes qui vont être mises à place. On peut apprendre à vivre avec le risque dans certains endroits, relocaliser les zones les plus exposées et surtout les zones qui ne permettent pas de reconstituer les cordons d'INER pour avoir ce service écosystémique de protection. Donc la nouvelle doctrine de l'État, justement, a amené à essayer d'explorer cette vision de la relocalisation. Donc on a fait un projet après, alors dans lequel on a travaillé beaucoup à partir d'enquêtes donc auprès des habitants aussi bien du littoral, mais on est allé jusqu'à Saint-Chinian pour voir comment dans l'arrière-pays les gens percevaient ça et est-ce qu'ils étaient prêts à financer ce genre de politique. La première chose dont on s'est rendu compte, c'est que les gens sont pour qu'on intervienne. Et ça, je vous ai mis une étude AXA qui montre aussi que finalement, même si c'est des risques de long terme, les gens sont pour qu'on s'en occupe le plus tôt possible. On a comparé les résultats donc, de notre population, donc c'est POP, avec les parties prenantes dans plusieurs focus group et les élus, en fait, aussi bien de l'arrière, les élus du SCOT du Biterrois, donc ils sont 89, là on n'en avait que 45 à La Réunion, mais c'était donc essentiellement des élus de l'arrière-pays, puisqu'il n'y a que 6 communes littorales sur cette zone. En fait, là on se rend compte que finalement les élus ont une vision pas tout à fait la même que les parties prenantes et la population. Ils sont plus attentistes, par contre, ils ne disent pas que les prévisions ne sont pas prouvées, il n'y a pas de déni, ils ne disent pas qu'ils ne savent pas, mais ils sont plus attentistes, et ça c'est vraiment par rapport à la difficulté politique et financière de faisabilité. Alors je vais passer là-dessus. On a enquêté ensuite sur un autre projet dans le cadre, donc le ministère a lancé 5 programmes expérimentaux de relocalisation des biens en France, 1 en Guadeloupe et 4 en France, dont un en fait ailleurs dans le Var. Et là, on a enquêté donc 421 personnes, dont 59 qui étaient en première ligne et directement touchées, pour voir en fait qu'est-ce qu'ils préféraient comme option entre la digue et la relocalisation. Alors, et là, on a aussi posé ces questions-là, une enquête qu'on a fait sur la satisfaction des plages auprès de 1381 personnes dans toutes les plages de l'Hérault sur 2 années. Et en fait, ce qui relève, c'est que les gens sont conscients effectivement que la relocalisation est la politique la plus évidente, et souvent d'ailleurs ils disent comme explication on ne peut pas lutter contre la mer, mais bien entendu quand on est sur les gens qui sont en front de mer et qui sont en première ligne, pour eux c'est beaucoup plus compliqué. Et ça du coup ça pose la question d'un bien public en fait, pour lequel il y a des enjeux différents en fonction de la population, et il y a beaucoup de gens qui risquent de perdre des services de récréatifs des plages si les gens qui sont en première ligne n'acceptent pas de bouger, parce que comme l'a dit Cécile, l'urbanisation derrière la plage empêche à la plage de migrer progressivement, puisque les dunes et les plages sont des milieux mobiles, et du coup on a des pertes de plage. Donc là ça pose vraiment des problèmes de à quelle échelle on doit faire les concertations, à quelle échelle on doit prendre le point de vue. On voit bien que plus on va dans le temps, en fait, et plus les digues perdent de leur intérêt, et que les gens sont quand même relativement conscients que les digues ne peuvent pas mener de solution. Quand on demande aux gens donc l'impact qu'il y aurait pour la commune, on voit que globalement, il y a 3 points qui arrivent. Le fait que le paysage serait plus naturel, le fait qu'il y aurait plus de soucis de mise en sécurité des personnes, et le fait qu'il y aurait moins de dégâts en cas de tempête. Donc ça, c'était posé aux 421 personnes donc, de hier. Par contre, le tableau d'à côté était posé uniquement aux 59 qui étaient en première ligne, où on voulait essayer de voir qu'est-ce que c'était qui était le plus important pour eux. Est-ce que c'était l'attachement au logement, parce que c'est ça qu'on retrouve toujours dans la bibliographie en premier. Est-ce que c'était l'aménité de la vue sur la mer? Donc vous voyez que là, en fait, ce qui arrive en premier, c'est le fait de ne pas voir la mer, puis effectivement de ne plus vivre à l'endroit où ils ont leurs souvenirs.
Donc je passe assez vite. Dans le cadre de notre projet Solterre, on a fait une évaluation contingente mais particulière en fait où on demande aux gens combien ils sont prêts à payer mais pour différents scénarios qui permettent de faire varier des attributs de la politique, ce qui permet après de donner une valeur à chacun des attributs. Donc les attributs qu'on avait choisis ici, c'était la concertation avec soit il n'y en a pas, soit on concerte sur la zone, soit on concerte sur l'indemnité. C'était la période, est-ce qu'on le fait tôt ou tard, c'était est-ce qu'on le programme en une fois ou en plusieurs fois, et puis ensuite la taille de la zone, est-ce qu'on enlève juste la première ligne ou est-ce qu'on enlève un peu plus. Donc par rapport à ça, les résultats de l'évaluation montrent que les gens, en fait, ce qui compte le plus pour eux, en fait, c'est le fait de commencer le plus tôt possible, de le faire avec une concertation plutôt sur le choix des zones à relocaliser. Et de façon, ça, c'est les deux qui arrivent, je dirais, en premier. Puis un peu plus loin, on a le côté programmation par tranches successives. Donc ça permet de faire choisir aux gens. Donc là, je rappelle que c'était des gens aussi bien à Saint-Chinian que sur le littoral, ils étaient 258. Ça permet de faire choisir finalement quelles sont les modalités de la politique auxquelles ils sont le plus attachés. Parce qu'une des choses qui nous intéressait, c'était de se dire qu'une politique qui était considérée comme juste par les gens allait être mieux acceptée. Donc on leur a demandé aussi, parallèlement à l'évaluation où ils donnaient en fait une valeur, quels étaient les critères et de les classer par rapport à ceux qui leur avaient paru le plus important. Et là on voit qu'on retombe sur les mêmes critères puisque ce qu'ils ont mis en premier c'est la période, puis les modalités de concentration, puis la taille de la zone de reculée. Donc les gens sont très rationnels finalement et très, je dirais, pas toujours très bien informés de toutes les conséquences, mais globalement informés en fait du risque et de la nécessité d'intervenir. On leur a demandé aussi quels étaient pour eux les facteurs qui seraient les plus favorables pour que la politique soit mieux acceptée par les gens. Donc ce qui est ressorti en premier, c'est la durabilité, ensuite l'efficacité et la concertation. On retrouve à peu près, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment en Australie, en Angleterre, on retrouve plus ou moins les mêmes hiérarchies en fait par rapport à d'autres pays. Enfin, on voulait savoir quels étaient les critères d'indemnisation qui leur paraîtraient les plus justes, parce que pour l'instant, en fait, les politiques, ce qui a été fait pour Xintia, par exemple, on dédommage les gens sans tenir compte du risque. Donc ça, c'est quelque chose dont tout le monde pense, en premier les assureurs, que ce système de catastrophe naturelle ne pourra pas être viable avec une augmentation des dommages qui est attendue. Donc du coup, soit il y a des solutions où on laisse faire et on n'indemnise pas, soit l'avantage des politiques de relocalisation, même si elles sont compliquées à mettre en œuvre, c'est qu'à un moment donné, on va anticiper, on va acheter les biens, et donc les gens ne vont pas perdre toutes leurs économies. Et du coup, la question, c'est comment on va acheter ces biens? Est-ce qu'on les achète pour tout le monde au même prix? Est-ce qu'on tient compte du risque ou pas? Est-ce qu'on met des différences selon les personnes? Ce qui est ressorti en premier, aussi bien en Languedoc-Roussillon qu'en PACA, c'est-à-dire aussi bien dans le SCOT biterrois qu'ailleurs, c'est qu'il y a deux grands facteurs. C'est une différence entre résidents principaux et résidents secondaires. Et puis, la plupart veulent le prix du marché, c'est-à-dire sans distinction. Donc ça nous permettait de mettre ça en relation avec des principes de justice pour voir en fait qu'est-ce qui était important pour les gens. Est-ce que c'était le droit de propriété ou est-ce que c'était plutôt des questions donc, de populations plus défavorisées qui pourraient avoir un avantage. Un des points, je terminerai là-dessus, auquel on était très attachés, c'est que depuis 2007, les gens, en fait, dans le cadre de communes où il y a des PPR, pour des plans donc, de prévention des risques, signent, en fait, au moment de l'achat, et donc savent que leur maison est en zone inondable ou est en zone de submersion marine. Et donc, on se demandait si les gens qui avaient acheté en toute connaissance de cause, c'était pas logique qu'ils soient moins indemnisés que quelqu'un qui ne le savait pas au moment. Donc ça, quand on leur a demandé, les gens trouvaient que cette nouvelle d'ailleurs conception de la justice, parce que c'est ce qui en ce moment vient de plus en plus du point de vue des théories de la justice, c'est-à-dire une plus grande part de la responsabilité individuelle. Et donc les gens ne l'ont pas classé en premier, puisque là ça ressort plutôt en 3e ou 4e position, mais par contre on leur avait demandé dans le questionnaire un peu plus loin s'ils trouvaient ça normal, et là majoritairement ils trouvaient ça normal, et effectivement il y a une question par rapport à ça, d'information. Alors sur ces questions d'information, ces politiques effectivement nécessitent beaucoup de planification territoriale, de mise en place dans le cadre donc, des plans d'urbanisme, d'une réflexion sur les zones. Alors pour l'instant, on n'a que des zones bleues et des zones rouges. Nous, une de nos idées dans ce travail, c'est d'essayer de créer des zones oranges dans lesquelles on pourrait permettre pendant un certain temps des adaptations, notamment par exemple avec des maisons mobiles, avec des systèmes. Pour l'instant, bien sûr, l'État est opposé à ces systèmes-là. On est dans quelque chose qui est beaucoup trop noir ou blanc.
Donc il ne permet pas, qui ne facilite pas la reconfiguration de la ville, parce que le risque qu'il y a, c'est qu'après on ait des friches touristiques et on a un problème de dynamisme de ces villes. Donc les élus sont bien conscients de ça, mais en même temps ont du mal à lancer finalement des politiques de recomposition territoriale, et en même temps l'État joue un rôle très fort au niveau de l'information. Et un des nouveaux courants sur lequel on travaille actuellement en termes, donc, je dirais, qui est un peu intermédiaire entre l'interventionnisme et le libéralisme, c'est ce qu'on appelle le paternalisme, c'est-à-dire l'idée que les gens ne sont pas suffisamment bien informés pour pouvoir prendre des décisions qui aillent, je dirais, dans le sens de leur bien-être, et que donc ça suppose qu'il y ait une autorité au-dessus qui donne de l'information aux gens et les oriente à travers cette information pour leur faire prendre les bonnes décisions. Et en fait, on voit que l'État revient sur une prérogative, je dirais un petit peu, d'expert supérieur qui va pouvoir orienter les décisions individuelles. Sachant que du coup, bon, ça pose la question de comment on fait pour informer les gens, pour organiser en fait ces politiques de recomposition territoriale. Et je me permets de faire une petite publicité pour un colloque qui participe de la COP 21, et je vous ai mis le programme à l'entrée, dans lequel on va restituer justement tous les travaux de ces je dirais, projets sur la question, je dirais, plus sociale de la mise en place de ces politiques d'adaptation.